Cette histoire est inspirée de faits réels, alors soyez attentifs et prenez garde. Cette histoire commence avec un homme nommé Enzo, qui est peintre de profession et donne, en son temps libre, des cours de karaté aux enfants. Une nuit, alors qu'Enzo rentrait chez lui après le travail, il alluma une cigarette en attendant à un arrêt de bus. Mais l'instant d'après, une voiture lui éclaboussa de l'eau, éteignant sa cigarette. Furieux, Enzo jeta la cigarette et la regarda fixement alors qu'elle dérivait le long du caniveau. La cigarette finit par s'engouffrer dans une bouche d'égout située juste en face de la banque de Rio. Enzo suivit le réseau d'égouts et atteignit un grand pont où toutes les eaux usées se déversaient. Il pénétra alors dans le collecteur sous le pont et commença à inspecter les alentours. C'est là que lui vint l'idée de braquer la banque. Le lendemain matin, il rencontra son ami Sébastien et lui exposa son plan. Comme Sébastien avait lui aussi désespérément besoin d'argent, il accepta de se joindre au projet. Cependant, pour exécuter le casse, ils avaient besoin de beaucoup de matériel coûteux et de quelques armes. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas un sou ni l'un ni l'autre. Pour trouver l'argent, Enzo alla voir un homme nommé Daosa, un vieil ami. Mais Daosa n'avait pas non plus assez d'argent pour financer le braquage. Alors, il donna à Enzo l'adresse d'un certain Mario. Mario était également un voleur qui commettait souvent des cambriolages de faible ampleur. Le lendemain matin, Enzo alla rencontrer Mario et lui dévoila tout le plan. Il expliqua à Mario que s'il réussissait ce coup, il n'aurait plus jamais besoin de voler de toute sa vie. En entendant cela, Mario fut d'abord un peu perplexe, mais il finit par accepter de faire partie du plan. Cette nuit-là, tous les deux se rendirent à l'égout. Enzo laissa tomber un mètre ruban à l'intérieur de la conduite. Puis ils pénétrèrent dans le tuyau et en mesurèrent la profondeur à l'aide du ruban. Après quelques calculs, Enzo annonça à Mario qu'il n'était plus qu'à 18 mètres de devenir millionnaire. Mais Mario s'inquiétait. S'il pleuvait le jour du braquage, le niveau d'eau dans la conduite monterait et leur plan échouerait. Enzo lui répondit qu'il ne passerait à l'acte que par temps parfaitement clair. Mario accepta et ils poursuivirent les préparatifs. À ce moment-là, ils découvrirent que la banque était équipée de détecteurs de mouvement. Si quelqu'un tentait de s'introduire de nuit, l'alarme de la banque se déclencherait. Enzo expliqua à tous que les détecteurs de mouvement ne détectent pas les déplacements, mais suivent la chaleur corporelle. Pour contourner cela, Enzo confectionna une combinaison spéciale à l'aide de sacs de couchage afin de dissimuler leur chaleur corporelle. Le jour suivant, Enzo se rendit à la banque et commença à photographier chaque département pour en comprendre la disposition et préparer un plan. Mais entre-temps, les gardes de sécurité le surprirent en train de prendre des photos et l'emmenèrent au sous-sol de la banque. En réalité, cela faisait partie de la ruse d'Enzo pour atteindre le sous-sol et voir les coffres de près. Les gardes vérifièrent l'appareil photo d'Enzo, mais n'y trouvèrent rien car il avait déjà retiré la carte mémoire. N'ayant aucune preuve contre lui, ils le laissèrent partir. Enzo retourna ensuite auprès de son équipe et leur montra le plan de la banque qu'il avait préparé à l'aide de ses photos. Il expliqua qu'il entrerait dans la banque par le sous-sol, puisque tous les coffres-forts s'y trouvaient. Après cela, ils mesurèrent la distance entre l'égout et la banque à l'aide d'une bicyclette. Ils marquèrent le pneu, roulèrent de l'égout à la banque et comptèrent le nombre de rotations pour calculer la distance. Le lendemain, Enzo calcula l'angle auquel il devrait creuser pour atteindre directement l'intérieur de la banque. Entre-temps, Enzo apprit également à Mario que l'argent qu'ils allaient voler était assuré par la banque. Cela signifiait que l'argent des clients ordinaires ne serait pas affecté par le braquage. Cette nuit-là, ils se rendirent sous l'égout et commencèrent à creuser un tunnel dans la conduite. Ils intégrèrent également un homme nommé Alberto à leur plan, qui les aiderait à s'échapper après le vol. Mais même après tant de préparatifs, leur plus gros problème restait entier. Comment allaient-ils ouvrir tous les coffres de la banque? En fait, il y avait un total de 400 coffres dans cette banque. Et s'il leur fallait une minute pour en ouvrir un seul, cela leur prendrait 6 heures pour tous les ouvrir. Le lendemain, Mario se rendit dans une autre agence de la banque et prit un coffre à son nom. En l'ouvrant, il étudia attentivement le mécanisme. Le jour suivant, Mario et ses associés volèrent un fourgon qu'ils prévoyaient d'utiliser pour leur fuite après le casse. Puis ils se rendirent chez Alberto et l'attendaient dehors. Mais soudain, une équipe de police arriva et commença à les interroger parce qu'ils avaient garé le fourgon au milieu de la route. Avant que la police ne puisse soupçonner quoi que ce soit, Alberto et sa femme sortirent de la maison et dirent aux agents que ces hommes étaient leurs invités et les attendaient. Cette nuit-là, le groupe retourna à l'égout et continua à creuser le tunnel. Mais après quelques heures de forage, leur perceuse tomba en panne, stoppant net tous leurs travaux. Voyant cela, Mario devint furieux et déclara à tous qu'il avait déjà investi toutes ses économies dans ce plan et ne pouvait pas mettre plus d'argent. Sur ces mots, Mario partit. Cette nuit-là, alors qu'Enzo était avec sa petite amie, une idée lui vint soudain lors de leur conversation. Le lendemain matin, il se rendit chez Mario et lui expliqua tout son nouveau plan. Ici, Enzo révéla qu'il ne braquerait pas la banque de nuit, mais en plein jour. En fait, le plan d'Enzo était d'entrer dans la banque par la porte principale en plein jour, afin que le personnel et la police pensent à un simple braquage classique. Pendant ce temps, tandis que la police attendrait à l'extérieur
l'intérieur de la banque, il s'échapperait par le tunnel. Le temps que la police découvre le tunnel, il serait déjà loin. Mario apprécia beaucoup ce plan et décida de poursuivre. Le jour du braquage, ils appliquèrent tous de la colle sur leurs mains pour ne laisser aucune empreinte digitale. Sébastien entra dans l'égout pour continuer à creuser le tunnel. Pendant ce temps, le reste de l'équipe se déguisa et pénétra dans la banque. Une fois à l'intérieur, ils mirent des masques et prirent tous les clients en otage. Le gardien de la banque vit tout cela sur les caméras et avertit immédiatement la police. Mario se présenta au guichet et ordonna au caissier de remplir une valise d'argent. De son côté, Alberto se rendit au parking et en verrouilla le portail de l'intérieur. En quelques minutes, la police arriva à l'extérieur de la banque et l'encercla de tous les côtés. Voyant cela, Enzo prit l'un des otages sous la menace d'une arme et le fit sortir pour menacer la police. Enzo les avertit que si quiconque tentait d'entrer dans la banque, il tuerait tous les otages à l'intérieur. Dans la banque, Mario prit aussi un otage sous la menace d'une arme et exigea que le gardien de sécurité sorte de sa salle. D'abord, le gardien refusa, mais après des menaces répétées de Mario, il finit par sortir. Mario lui prit son arme et avant de le faire sortir, lui confisqua aussi son téléphone afin que si la police voulait contacter quelqu'un à l'intérieur, elle appelle sur ce numéro. Après avoir fait sortir le gardien, Enzo coupa toutes les caméras pour ne laisser, même par erreur, aucune preuve contre eux. Puis Enzo descendit au sous-sol de la banque et déplaça une armoire. À ce moment-là, Sébastien avait terminé son travail et était entré dans la banque par le tunnel. Une fois à l'intérieur, Enzo et Sébastien se rendirent au parking et sortirent une machine du coffre de la voiture. Puis ils se dirigèrent vers la salle des coffres et assemblèrent la machine. En fait, Sébastien, qui était ingénieur en génie civil, avait construit une machine spéciale capable d'ouvrir ses coffres en seulement 7 secondes. Toute l'équipe synchronisa ses montres et mit en place des minuteries, puis Enzo et Sébastien commencèrent à fracturer les coffres. Pendant ce temps, Mario apprit que des policiers étaient parvenus sur le toit de la banque. Immédiatement, Mario appela l'officier de police qui dirigeait l'opération. Mario le menaça, s'il ne retirait pas ses hommes du toit, il tuerait tous les otages. Le capitaine accepta à contre-cœur la demande de Mario, mais il déploya tout de même secrètement 2 tireurs d'élite sur le bâtiment d'en face, prêts à abattre les braqueurs le moment venu. Après cela, Mario exigea que le capitaine organise une rencontre avec le maire de la ville. Le capitaine répondit qu'il faudrait au moins 1 heure au maire pour arriver à la banque. Entre-temps, Enzo et Sébastien avaient déjà ouvert de nombreux coffres, remplis de piles d'argent et de beaucoup d'or. À l'extérieur, la police s'affairait à planifier la capture des braqueurs. Ils planifiaient ainsi parce qu'ils pensaient qu'il ne s'agissait que d'un vol mineur et que tous les voleurs étaient piégés à l'intérieur de la banque. Alors le capitaine rappela Mario et lui proposa de se rendre. Le capitaine déclara que s'ils se livraient à la police, il leur fournirait un avocat d'office qui veillerait à ce qu'ils écopent de peines très légères. Cependant, Mario n'accepta pas cette offre et demanda un peu de temps pour réfléchir. De l'autre côté, nous voyons une vieille dame dont c'était l'anniversaire ce jour-là. Quand Mario la prit, il lui offrit un chocolat et en cadeau d'anniversaire, la laissa sortir de la banque. Un peu plus tard, le maire arriva à l'extérieur de la banque et lorsque la police laissa Mario lui parler, celui-ci se mit à l'insulter copieusement. Ensuite, Mario déclara au capitaine qu'il ne souhaitait plus parler à aucun ministre mais seulement à son avocat. Quand le capitaine demanda à Mario le numéro de son avocat, il lui donna le numéro d'un otage. Et quand le capitaine appela ce numéro, Mario déguisa sa voix et lui parla. En réalité, Mario faisait cela pour donner plus de temps à ses complices. Pendant ce temps, Enzo et les autres étaient occupés à transférer tout le butin dans le tunnel. Et ici, Mario gérait la police et les otages. Sur ces entrefaites, nous voyons le capitaine appeler l'avocat de Mario, c'est-à-dire le téléphone de l'otage. Mais comme Mario l'avait éteint, le capitaine commença à se méfier. C'est alors que le capitaine remarqua l'égout à l'extérieur de la banque et il comprit qu'il pouvait y avoir une 3e sortie. À l'intérieur de la banque, les braqueurs avaient chargé tout le butin dans un bateau, puis Enzo laissa toutes leurs armes dans le coffre-fort de la banque. Ici, on découvre qu'en réalité toutes ces armes étaient factices, car Enzo ne voulait blesser personne. Après cela, Mario enferma tous les otages au premier étage de la banque, puis commença à partir avec Enzo. Quand les otages réalisèrent que les braqueurs étaient partis, ils saisirent rapidement leur téléphone et commencèrent à appeler leurs proches à l'extérieur. Lorsque le capitaine comprit la situation, il envoya une équipe à l'intérieur par la porte principale de la banque et une autre par l'égout. Pendant ce temps, Mario effaça toutes les traces de fouilles avec Enzo et rejoignit rapidement ses complices. Ici, l'histoire fait un retour en arrière où l'on voit Enzo et ses complices planifier ce braquage. En fait, Enzo savait que la police comprendrait qu'il s'était échappé par l'égout. Alors,
Enzo et ses partenaires avaient construit un petit barrage dans l'égout pour détourner le flux d'eau dans une autre direction, leur permettant de s'échapper par là avec leur bateau à moteur. Après cela, le capitaine entra dans le sous-sol de la banque où il vit le tunnel. Mais il ne put les poursuivre à travers le tunnel parce que les braqueurs y avaient placé une bombe à son embouchure. Cependant, très vite, le capitaine réalisa que cette bombe, comme le reste de leurs armes, était elle aussi factice. Mais maintenant, plus rien n'importait car les braqueurs avaient déjà atteint leur point de sortie. Ici, Enzo et le reste de l'équipe émergèrent de l'égout dans un fourgon et Sébastien remonta tout le butin. Après cela, Sébastien rème. Après cela, Sébastien remonta à son tour, puis ils partirent tous. Et c'est ainsi qu'un petit groupe de braqueurs roula le gouvernement et la police et vola un total de 30 millions de dollars. Après le braquage, ils se rendirent chez Alberto et partagèrent le butin à parts égales. Ils brûlèrent aussi le fourgon utilisé lors du casse. Après avoir détruit toutes les preuves, ils prirent des chemins séparés et commencèrent à vivre confortablement avec l'argent volé. Cependant, quelques mois plus tard, la femme d'Alberto découvrit qu'il avait une liaison avec une autre femme. Rongée par la colère, elle se rendit directement à la police et révéla tout sur le braquage. Dès que la police eut l'information, elle traqua les braqueurs un par un, confisqua tout leur argent et les envoya en prison. Maintenant, l'histoire fait un saut de 7 mois plus tard, lorsqu'Enzo fut libéré de prison et que Mario l'attendit à l'extérieur dans une voiture de luxe. Ici, on découvre qu'Enzo y avait déjà pensé. Même s'il se faisait prendre, il devait obtenir la peine minimale possible. Pendant le braquage, ils utilisèrent des armes factices et ne firent de mal à personne. Ainsi, le tribunal les condamna à seulement 7 mois de prison. De plus, il n'y avait aucun registre de l'argent conservé dans les coffres de la banque. C'est pourquoi le gouvernement ne découvrit jamais combien d'argent les braqueurs avaient réellement volé. Bien que la banque ait affirmé, durant l'enquête, que les voleurs avaient dérobé un total de 25 millions de dollars et plusieurs kilos d'or, la police n'en retrouva qu'1 million, ce qui signifiait que les braqueurs avaient caché la plus grande partie du butin. Finalement, Enzo et le reste de ses complices furent libérés de prison et continuèrent à vivre une vie confortable avec l'argent volé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne VS World, car réaliser une vidéo demande beaucoup d'efforts.